Muchas gracias. À ma grande tristesse, la question de la sécurité maritime, Renaud Lagrave tout à l'heure mentionnait le fait que nous espérions que ça n'arriverait plus jamais. L'un des objectifs de cette conférence, malheureusement, c'est un petit peu comme la roulette russe, la question du transport maritime. Il y aura de plus en plus de navires, on le sait, avec des législations, avec une globalisation des transports, tout un tas de choses qui font que il y aura toujours sans doute un coup de retard sur l'augmentation du trafic. Elle nous parlait à l'instant de tranquillité relative du moment. À ma grande tristesse, je dois vous annoncer qu'il y a encore eu un accident de plateforme. Encore cette semaine, je crois que c'est dans le Golfe, c'est au Mexique? Golfe du Mexique? D'accord. Donc il y a encore eu un accident. Plateforme pétrolière, Jacques Bell, notre représentant conseil économique et social, a sorti un rapport sur la question de la sécurité des plateformes pétrolières, transport maritime. Je mentionnais tout à l'heure les assises de l'économie maritime et je remerciais ceux qui considèrent qu'il est important qu'on y parle aussi d'environnement. Donc je voudrais remercier vivement Francis Valade qui va prendre la parole tout de suite. Il est le président du cluster maritime français. C'est l'ancien représentant de la France à l'Agence européenne de la sécurité maritime. Et c'est lui notamment qui a créé une passerelle entre les assises économiques de la mer et la conférence de ce jour. Donc c'est l'un de ceux qui a une vision que je respecte profondément, qui n'inclut pas une économie qui exclurait le social et l'environnemental. De toute manière, ça ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Je le remercie, je lui passe la parole. Francis Valade, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci effectivement de nous donner la parole. Je vais m'adresser à vous en tant que responsable des acteurs maritimes de qualité qui effectivement sont réunis, que nous cherchons à rassembler au sein du cluster. Je vais vous parler avant que ça, parce qu'à chaque conférence, quand je parle de sécurité maritime, ça ressort en vous disant tout de suite que j'ai été 27 ans armateur pétrolier et fier de l'être, d'une société qui est devenue au top de la qualité mondiale. J'étais vice-président d'Intertanko et c'est moi qui avais lancé les procédures de démarche qualité au niveau international. Et je pense que c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai fini par représenter la France effectivement à l'agence auprès à l'agence européenne de sécurité maritime, après avoir, je suis tellement vieux, hein, mais en 1990 lancé officiellement, c'est encore dans les archives, une demande aux autorités françaises de l'époque de déclarer la guerre et de prendre un certain nombre de mesures contre les navires poubelles. Expression aussi aujourd'hui utilisée par tout le monde et qui honnêtement, je pense, a été utilisée pour la première fois à ce moment-là. Donc sur ce plan-là, parce qu'il faut toujours donner des gages, je vous donne cela. En ajoutant que je suis heureux d'être là, même si je suis un peu déjà au niveau de l'introduction. Bon, je ne suis pas toujours d'accord avec même ce que vous avez dit depuis ce matin, mais c'est très très bien de pouvoir avoir un débat. Ça fait longtemps que je n'ai pas obéi à vos instructions. Hein, je fais partie de ces bénévoles qui ont, comment dirais-je, nettoyé les plages. Je serre les poings autant que vous. Hein, d'où la déclaration de cette déclaration de guerre aux navires poubelles. Mais je ne suis pas d'accord parce que j'ai une hypersensibilité, bien entendu. Vous avez dit tout à l'heure, c'est quand même paradoxal parce qu'on a des représentants de l'économie. Ah, heureusement qu'il n'y a pas que les ONG qui peuvent parler de développement durable et de fierté de pouvoir d'avoir des beaux combats pour l'environnement. Il n'y a donc aucun paradoxe au fait qu'on soit là. Et je représente d'ailleurs aussi beaucoup, j'aime beaucoup cette appellation, les gens de mer, qui n'ont pas la tare d'être des professionnels ou de ne pas être des bénévoles. Ils en vivent, ça n'empêche pas d'aimer la mer. Et les vrais travailleurs de la mer, les vrais gens de mer, Catherine Chabot le sait bien, sont pour la plupart d'entre eux des gens qui souffrent de leur image, bien sûr, mais avant tout des atteintes qu'il peut y avoir à leur milieu. Et tous ces combats qu'on a menés ensemble avec certains d'entre vous, alors pour vous c'est devenu évident, moi je suis d'une génération, j'y reviendrai en conclusion, où on était sûr, absolument certain, que la complaisance gagnerait. Alors vous pouvez, vous, toujours le penser,
moi je conclurai en vous disant pourquoi je pense que c'est la qualité qui va gagner. Même s'il y aura toujours des accidents, même si les risques sont de plus en plus, et les volumes sont de plus importants, la première raison étant qu'on a la mer devant nous. Et que ça fait partie du respect de la mer, de savoir d'abord qu'on ne la maîtrisera pas, ça fait même partie des valeurs de la mer, et que donc il faut ne jamais se satisfaire de la façon dont on la protège. Et effectivement, on serre les poings parce que le XXIe siècle sera le plus maritime de l'histoire de l'humanité, hein, plus même que le XVIe siècle. La mondialisation passe par la maritimisation, c'est un jeu d'aller-retour permanent. Bon, 90% des marchandises transportées par voie de mer. Aujourd'hui, les activités maritimes, c'est à la fois impressionnant et inquiétant, hein, mais c'est un phénomène absolument incroyable. Avec 1500 milliards de dollars, sont la deuxième activité de la planète, après l'alimentaire. La troisième, c'est la drogue, avec 1000 milliards. Ensuite viennent les télécoms, l'aéronautique, etc. Et elles vont passer à 2500 milliards dans les 10 ans qui viennent. Les optimistes disent même d'ici 2020, dont au moins 500 viendront de ce qu'on appelle la nouvelle industrie de la mer. Et effectivement, et c'est là qu'est le paradoxe, c'est là qu'on a intérêt à pouvoir compter les uns sur les autres, sans compromission comment dirais-je, en veillant bien à ce que chacun joue son rôle. L'aspect positif, c'est que la France peut largement prendre, avec les atouts qu'elle a, 10% de cette augmentation de l'industrie de la mer. Donc c'est quand même très positif, c'est-à-dire ça fait 50 milliards, c'est-à-dire c'est le doublement du secteur maritime actuel. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'évidemment, créer des emplois, c'est important. Et puis effectivement, l'extrême vigilance, parce que quand les volumes s'accroissent, les risques, peut-on penser, je vais y revenir, s'accroissent mécaniquement. Bon, sur les 30 dernières années, les trafics ont été multipliés par 5. L'augmentation des transports maritimes exponentielle est un des facteurs les plus sûrs de notre époque. Ils vont encore doubler entre maintenant et la fin des années 2020. On va passer de 7 à 8 milliards de tonnes à 15 milliards de tonnes. Le bénéfice, comme les défis ou les dangers, sont donc énormes des deux côtés, avec en plus des transformations de routes qui ne seront pas neutres. Il n'y a pas que l'élargissement de Panama. Hein, il y a les nouvelles routes du pôle dont on parle beaucoup, et même si les professionnels savent bien que, à part les routes pour les minerais extraits dans la région, il n'y aura pas de vraie route internationale à 20 ou 30 ans, ça va quand même arriver. 1,6 milliard de passagers à bord des bateaux, aujourd'hui, chaque année. C'est autant que tout le transport aérien mondial. À côté de ça, 99,90% des cargaisons qui arrivent sans problème. Le problème, c'est que, évidemment, le 0,10%, le 0,20% qui, lui, n'arrive pas sans problème, est extrêmement agressif pour le milieu. Et comme c'est un pourcentage et que les volumes globaux, en valeur absolue, vous avez évidemment beaucoup plus de menaces sur la mer sur ce plan-là. Et ça, c'est dû à la puissance absolument incroyable de l'outil maritime. Hein, aujourd'hui, pour transporter 20 tonnes de marchandises d'Extrême-Orient sur l'Europe, 20 tonnes. C'est moins cher qu'un billet d'avion en classe économique pour une personne. Donc, aujourd'hui, transporter un objet de Romorantin sur, que ce soit une paire de chaussures ou un frigidaire de Romorantin sur Paris, c'est plus cher que de la Chine sur Paris. Donc évidemment, la Chine est à notre porte et ça ne va pas s'arrêter. C'est un phénomène qui a commencé depuis que Vasco da Gama a placé le cap de Bonne-Espérance. Je donne souvent cet exemple parce qu'en quelques années, ça a tué la puissance vénitienne. Et pourquoi? Parce que d'un seul coup, les produits de Chine, déjà, étaient moins chers à Lisbonne qu'à Venise. On arrivait par voie de terre. La France a été capitale mondiale du commerce au temps des grandes foires. Et puis il a suffi que le cabotage vienne, 2 navires sur 3 coulés. Et ça a coulé les grandes foires. Et c'est un phénomène tout à fait irréversible. Donc il faut être effectivement extrêmement vigilant. Et puis, à côté de ça, on le sait tous, la mer est l'avenir de la Terre, ce qui est d'ailleurs, je vous le signale au passage, mais on est ravis de se faire piquer les bonnes idées, une appellation qu'on a créée avec l'amiral Laget. Piqué par M. Borloo, mais enfin on est ravis. Pour l'énergie, l'alimentation, la recherche pharmaceutique. Bon, vous le savez, je ne sais pas si vous le savez tous, je pense qu'ici oui, mais peu de gens l'ignorent. On connaît seulement 10% de la flore et de la faune marine, on connaît à peine 5% du sol marin. On connaît mieux la surface de Mars qu'on ne connaît le fond de la mer.
Bon, j'ai ici les chiffres, je ne vais pas vous donner, vous les savez certainement, de ce qu'on connaît comme espèces, de ce qu'on découvre comme espèces chaque année, de l'évaluation des espèces que l'on ignore. Tout ça étant d'ailleurs, donc c'est le continent, c'est d'abord le continent inconnu, avant d'être le 7e continent, hein, la mer, le dernier. Et évidemment, c'est aussi un atout extraordinaire pour notre terre qui est menacée d'épuisement de ses ressources traditionnelles. C'est un atout pour la France, ce n'est pas un gros mot de le dire, qui a une énorme responsabilité avec cet atout que représentent ces 11 millions de kilomètres carrés de ZEE, encore un peu plus bientôt avec Extraplaque. Et puis avec une évolution qui, à la fois, à chaque fois, mais c'est la caractéristique de la vie, je crois, une évolution qui accroît les chances et accroît les défis en même temps. Depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'ose pas vous dire, je vais 20 ans, plus que ça même. Bon, les notes sur les nodules polymétalliques, j'en ai toujours fait, et je pense que mes arrière-petits-enfants en feront encore. En revanche, il y a des terres rares maintenant, il y a des gisements, vous savez, là où les endroits, les plaques tectoniques se rejoignent, dans l'océan Indien, dans l'océan Atlantique surtout. Bon, on a des parcelles avec aujourd'hui, à la suite d'explorations et de travaux faits par l'IFREMER, Technip, CGG Veritas, etc. On sait aujourd'hui, la France est en pointe là-dessus, qu'il y a des concentrations de métaux normaux et métaux rares qui sont exploitables. Et elles vont l'être. Hein, alors que les nodules, on continue d'en parler. La haute autorité internationale créée par la Convention de Montego Bay a reçu la visite des Russes, la visite des Chinois, à notre demande la visite des Français qui ont réservé un certain nombre de parcelles. Les États-Unis y sont allés, ça m'amuse toujours de raconter ça, ils n'en ont pas eu parce qu'on leur a dit, écoutez, vous signez des conventions que vous ne ratifiez pas, donc vous, on ne vous connaît pas, circulez. Bon, l'Allemagne bientôt, d'autres pays. Ce sont des chances, hein, c'est des parcelles de 1 million de kilomètres carrés qui sont données pour 15 ans avec un certain nombre de contraintes extrêmement draconiennes et heureusement, et qui sont, je le dis là aussi au passage, une chance pour la France puisque nous avons des leaders mondiaux qualitatifs et quantitatifs, des fiertés françaises vraiment à tout point de vue, que sont Technip, CGG Veritas, Bourbon, dont l'éthique est très forte et qui sont absolument incontestables. C'est connu pour tel dès que bien d'autres, je suis en train d'oublier, lui Dreyfus armateur, etc. Bon. Alors, évidemment, dans ce contexte-là, la contrainte environnementale est majeure, et surtout la notion de développement durable, en n'oubliant jamais qu'il y a deux termes, et que si nous étions ennemis, vous perdriez à ne parler que de durabilité, et nous perdrions à ne parler que de développement. Au fond, les gens bien, les hommes de bonne volonté, vous savez, les extrêmes se mettent toujours d'accord avec une bonne conscience extraordinaire pour pratiquer la politique du pire. Il n'y a qu'une chose qui marche, c'est que les hommes de bonne volonté se parlent. Et alors évidemment, ce n'est pas un vain mot. Ici, vous savez tous, il y a au minimum 6 millions de tonnes de déchets par an. Il y a 50 millions, c'est Christian Buchet, que je pensais voir d'ailleurs, qui raconte ça très bien dans son bouquin, de déchets individuels, rien que dans le golfe de Gascogne. Vous savez que l'estimation pour la Méditerranée, c'est pire probablement que ce que vous pensez. C'est environ 3 milliards de déchets plastiques. Donc 80% de plastique individuel, 1 million d'oiseaux par an, 100 000 mammifères, etc. L'amiral Forissier, précédent chef d'état-major de la marine, sous-marinier pendant toute sa vie, m'a raconté qu'il n'avait jamais sorti son périscope sans voir de plastique. Alors on peut penser que, après tout, c'est pas très grave, tellement les océans sont vastes, mais évidemment, c'est faux. Je ne sais pas si même vous, vous savez que si on mettait tous les océans et toutes les mers du monde dans un cube, ce cube ferait seulement 1100 km de côté. Donc ça montre bien que l'océan a des limites, donc on sait bien que l'océan est fragile. Puis au niveau de la sécurité maritime proprement dit, on est à 60 000 bateaux par an qui passent le détroit de le Pas-de-Calais, par exemple, avec un nombre de near miss, c'est-à-dire des accidents évités à la dernière minute, effectivement considérable. Bon, la France a un tas d'atouts, je passe, mais je tiens quand même à vous dire, on est quand même français aussi. Plus de 300 000 emplois dans son secteur maritime, c'est autant que l'automobile, même un peu plus que Peugeot, plus Renault, plus Citroën, plus tous les équipementiers, de tous ces gens qui travaillent pour le maritime, tous ces professionnels qui bien souvent peuvent aussi sur tel ou tel point bénévoles, mais qui en tout cas en professionnels sont extrêmement
utiles au pays. Et ces 300 000, c'est hors industrie portuaire et hors tourisme du littoral. 52 milliards d'euros de valeur de production avec des leaders maritimes dont on peut être très fier. Et il faut que vous le soyez, vous aussi. Bon, l'Ifremer en recherche océanographique, bien sûr, qui est probablement le numéro 2 ou le numéro 1 mondial, mais la construction nautique avec des efforts énormes en cours pour la déconstruction et le respect de la mer, la construction navale à forte valeur ajoutée qui fait les navires certainement aujourd'hui les plus écologiques du monde, les assurances maritimes françaises qui sont un leader, qui sont les plus strictes au monde sur la qualité de leurs assurés. Il faut savoir les critères qu'ils ont, c'est extraordinaire. Le Bureau Veritas en classification qui est leader, maintenant ça n'a pas toujours été le cas, au sein de l'Ajax, de toute la progression de ces dernières années en matière de rigueur, le courtage maritime, on n'a pas le réseau probablement le plus fiable au niveau international, l'offshore pétrolier, le sismique, ces acteurs dont je vous parlais, qui sont vraiment connus pour leur éthique. C'est des acteurs exceptionnels. L'armement de ligne, avec des navires pionniers en matière de protection de l'environnement, ça je crois que vous le savez. Et même là où elle n'est pas leader, l'économie maritime française, je pense par exemple aux pêcheurs où c'est en cours, il faut bien distinguer au niveau des pêcheurs, il y a un certain nombre de responsables nationaux qui au niveau de la pêche responsable et durable font un travail absolument remarquable. Et puis les armateurs, alors ils vont parler eux-mêmes d'eux-mêmes, il y en a dans la salle, il y a leurs représentants, mais qui selon les années sont dans le top 3, si vous voulez, de la qualité mondiale établie par tous les port state control du monde entier. Il faut qu'on soit fiers de ça. Je mentionnais la pêche durable et pour les responsables. Je ne vais pas insister parce que j'ai vu que chacun avait été très bref. Moi, j'avais vu le temps et qu'on était 3, donc je m'étais à peu près calibré comme ça. Je voudrais mentionner le rapport dans cette enceinte du Blue Charity Business, sur lequel j'ai reçu quelques notes il y a 2-3 jours. Là aussi, il faut se méfier. Les méfiances, il faut, je crois, avoir un esprit positif et l'esprit en alerte. Ce rapport qui considère que les ressources halieutiques sont un bien public de l'humanité, donc est porté par une ONG, Pêche et Développement, pour sa journée mondiale là, des marins. Ce n'est pas une attaque. Il a d'ailleurs reçu le soutien de nombreuses ONG. Il est une demande de transparence. Et il semble bien démontrer, je ne suis pas assez compétent, mais il paraît très convaincant, de la dépendance de certaines ONG. Êtes-vous vigilant vous-même vis-à-vis de vous-même? Je peux vous dire que nous, on l'est vis-à-vis des mauvais acteurs. Alors, on a une bonne raison de l'être, c'est que quand on est bon, on est plus cher que celui qui l'est pas. Mais ce n'est pas forcément ce qui meut. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont mus par une échelle de valeur chez nous. L'êtes-vous à l'égard d'un nombre des méfiance de certaines ONG à l'égard dépendance de certaines ONG à l'égard d'un nombre restreint de fondations caritatives internationales. Alors j'ai pas retenu les noms, mais vous devez connaître Pew, Hawke, etc. Et qui ne sont pas simplement dans la pureté idéologique, qui ne sont pas sans lien avec telle ou telle activité pétrolière offshore ou l'industrie, la technologie des terres rares, etc. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai découvert dans ce rapport que les mécanismes de lobbying pour la PCP, la nouvelle politique européenne de la pêche, qui sont en train de sont extrêmement puissants et que, bon, elles ont investi au moins 75 millions de dollars US dans le lobbying direct à Bruxelles. J'espère que ce sont des questions que vous vous posez. Surtout en élargissant le débat, et là je vais me permettre de vous lire, c'est plus simple pour moi, le témoignage que j'ai fait récemment à la Fondation Maud Fontenoy. À côté des 1000 bonnes raisons de protéger l'environnement marin et de lutter contre les criminels de la pollution, il y en a 1000 autres d'espérer et de penser que l'homme, qui de plus en plus prend conscience de sa responsabilité vis-à-vis de la planète, comme de la façon de vivre de ses enfants et arrière-petits-enfants, n'est heureusement pas qu'un prédateur. Il y a ceux qui continuent à mal se comporter, mais il y a aussi tous ceux qui travaillent au développement durable, qui croient au concept de Blue Society qui est en train d'émerger. On peut en reparler, c'est Rio 2020. Et il y a des actions concrètes en France, dont on est partie prenante, qui croient au concept de Blue Society qui est en train d'émerger, qui recherchent en permanence l'équilibre entre la vie des générations présentes, qui ne sont pas coupables de chercher à vivre le mieux possible et qui ont besoin de se nourrir, de travailler, d'échanger, de se reproduire, sinon il n'y aura pas de génération future, et la sauvegarde des générations futures. Donc ce sont des acteurs qui sont souvent méconnus, ça je vous l'ai déjà dit, et dont la fierté
et de ne pas céder à la tentation de la facilité, du moins cher, du gâchis, qui affronte la concurrence en acceptant des surcoûts de qualité. Vous savez, c'est parfois plus facile d'être bénévole que d'avoir à vous battre dans le monde économique avec un outil qui coûte plus cher que votre voisin, parce que vous êtes plus éthique. Donc ça, on a envie d'être reconnu pour ça. Et puis aussi tous ceux qui veillent, qui surveillent, qui arrivent peu à peu à corriger les excès de l'homme. Un point sur lequel je vais interpeller amicalement Corinne Lepage, par exemple, parce que nous avions, je ne sais pas si elle s'en souvient, mais il y a une dizaine d'années, on s'était violemment opposés, parce que vous me disiez, mon cher président, vous êtes d'un naïf, il y a tellement d'argent en jeu, jamais vous y arriverez. C'était pour la pollution dans les eaux européennes. Et je me souviens parfaitement de notre discussion. À l'époque, je n'avais pas songé à la spécialisation des tribunaux, mais à trois choses qui sont évidentes. Le fait de réclamer et finalement d'obtenir, ça a été un combat, comme vous le savez, la multiplication du montant des amendes pour que les armateurs aient intérêt à aller dans les stations de déballage plutôt qu'à dégazer à la mer, la spécialisation des tribunaux et l'amélioration des moyens de détection avec non seulement les avions qui ont été améliorés, mais les satellites, etc. Ben, j'aimerais bien que vous me donniez acte du fait qu'il y a 10 ans, et ce n'est pas parce que je suis ravi d'avoir eu raison ou d'avoir comme un enfant, hein, mais que vous me donniez acte, parce que vous aviez été tellement ferme à l'époque qu'aujourd'hui, virtuellement, le problème des dégazages en mer sur nos côtes est virtuellement réglé. Je veux dire par là, il y en a encore, bien sûr, et il y en aura toujours, l'homme est homme. Hein, c'est saint Thomas d'Aquin, Montaigne qui le disent, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc il y aura... voilà, donc ça je tiens... Bon. Et puis, et la bonne nouvelle aussi, c'est que les bons professionnels en ont plus qu'assez d'être concurrencés par les mauvais. Du coup, il y a une solidarité effective de plus en plus puissante qui s'instaure entre les responsables de bonne volonté de l'économie maritime et ceux de l'écologie. Bon, ça, je vais passer là-dessus. Je voulais dire que le Grenelle de la mer a eu beaucoup de mérite, mais il ne faut pas que ça recommence avec les débats sur transition écologique ou autre. On peut dire que quand même, et ça n'a pas été bon pour personne, il a un peu noyé tout en mettant tout au même niveau, le prioritaire ce qu'il est moins, l'utopique le réaliste, l'intérêt général celui des communautés d'intérêt particuliers, ce qui n'est pas forcément la même chose, etc. Je profite d'être devant les ONG, que ça intéresserait, ça fait 3 ans que je laisse cette bouteille à la mer sans que jamais elle soit saisie par aucune d'entre elles, même si on travaille épisodiquement, et bien d'ailleurs, hein, moi avec Bonne Main, bon, Robin des Bois, avec Fondation Hulot, avec beaucoup d'autres. Il y a Greenpeace. Je suis tout à fait prêt, s'il y a quelqu'un de répondre de Greenpeace ici, à dire pourquoi on ne veut plus travailler avec Greenpeace. Mais donc j'ai lancé une bouteille à la mer à plusieurs reprises depuis des années pour dire, moi je suis prêt par secteur à vous indiquer des têtes de proue, des professionnels français qui sont vraiment des gens avec qui, si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez arriver à faire progresser des positions équilibrées, etc. Je reste prêt et disponible dans l'évolution, dans le cadre de la Blue Société dont se parlait. En terminant, dans cette enceinte qui est consacrée essentiellement à la sécurité maritime, j'aimerais vous dire ce que je pense très important pour tous, mais en particulier pour tous ceux qui doutent, qui ironisent, voire font du catastrophisme leur fonds de commerce, sans pour autant que je nie de mon côté les formidables obstacles à surmonter au long de ce chemin décisif. On parlait de l'Agence européenne de sécurité maritime. Je pense que c'est important de faire connaître les avancées, les vraies. Bon, les inspections des sociétés de classification, efficacité remarquable, aussi bien dans les sièges, les bureaux que les navires. Les inspections d'institutions de formation maritime dans le monde entier, y compris aux Philippines, les principaux pourvoyeurs, etc., dans une trentaine de pays, efficacité remarquable. La création de ce qu'on appelle le PSC Rule Check, qui fait que les contrôles sont harmonisés dans les ports. Maintenant, c'est pareil, ça. On disait il y a 10 ans, ça ne marchera jamais. C'est une condition de la sécurité que les contrôles des navires soient les mêmes dans tous les ports. Parce que sinon, bien sûr, un armateur, un mauvais professionnel ira dans les ports qui sont plus laxistes, évidemment. Il aura moins de... Donc c'est un élément essentiel de la sécurité maritime. Bon, ben ça, maintenant, c'est à peu près fait. Il y a 10 ans, ça ne l'était pas du tout. Et tout ça, c'est cette agence. Il y a le service maritime, le MSS à Bruxelles, avec 26 personnes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui gère les organismes, je pense que vous les connaissez ici forcément, SafeSeaNet, CleanSeaNet, qui au niveau de la détection
des combats que nous menons est formidable, ensemble, ou que nous devrions mener ensemble, est formidable. Donc les harmonisations qui étaient réclamées par l'Institut français de la mer que je présidais à l'époque, c'est-à-dire harmonisation des règles, harmonisation de l'application des règles, harmonisation du contrôle de l'application des règles et harmonisation des sanctions, sont en route. Alors je ne suis pas un bisounours, je ne dis pas que tout est merveilleux, mais bon, les responsabilités des États, bon, que Malte soit pas, tout le monde, et tout, absolument tout le monde, que Malte soit pas à la barre des accusés, des condamnés, l'État de Malte, évidemment, c'est épouvantable. Alors, les premières écorchures à ce droit sacro-saint de la souveraineté des États, au moins quand il est gestionnaire et pas dans sa puissance régalienne, c'est parti. J'ai d'ailleurs la fierté de dire que c'est parti dans les derniers jours de la présidence française de l'Union européenne. On pourra y revenir. Bon, j'avais encore un tas d'autres exemples à donner. Je terminerai simplement, oui, mais bon, en vous disant que moi, j'ai fait allusion à mon âge à plusieurs reprises, donc ça va bientôt se terminer. Et il y a une dizaine d'années, j'étais vraiment déprimé en me disant que la complaisance gagnerait. Je le suis aujourd'hui, j'ai beaucoup plus le moral parce que je pense que la complaisance perdra. Ça va prendre encore du temps, grâce à vous, grâce à nous aussi. C'est une route longue, que la mer sera toujours la mer, donc il faudra toujours être vigilant. Et toutes ces mesures qu'on voit se prendre et dont des gens de ma génération rêvaient sans que jamais elles soient prises, alors malheureusement il a fallu l'ERICA, il a fallu ce prestige, mais le chemin est absolument clair. Et d'ailleurs une preuve, quels que soient les colloques autrefois, nationaux ou internationaux, ceux qui parlaient, c'est ceux qui parlaient de concurrence et d'alignement des coûts, comment gagner que les marchés contre les voisins. Ceux qui parlent aujourd'hui le micro, c'est toujours ceux qui parlent de sécurité ou de qualité maritime. Alors on dit qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça, c'est sûrement vrai, mais comme disait La Rochefoucauld, l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Voilà, merci beaucoup. Merci, M. Valade. Alors je ne sais pas si je suis le vice après la vertu ou la vertu après le vice. Je saisis la perche, M. Valade, pour vous dire que je partage totalement en tant que... Alors je parlerai peu en tant que directeur de notre ONG, parce que je suis plutôt là pour modérer, mais je suis d'accord avec vous, les ONG doivent être les premiers à se remettre en question en permanence. Plus de micro, si. Nous avons, à Surfrider, nous sommes en train de travailler sur un rapport de responsabilité sociétale de notre organisation. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les entreprises qui se demandent quels sont leurs enjeux, leurs paradoxes sur les questions sociales, économiques et environnementales. Nous le publierons en début d'année. On essaiera d'être le plus transparent possible sur nos propres questions, paradoxes, challenges, risque-prix ou risque-pas-prix. Je vous engagerai à le lire et on pourra en discuter. Mais je suis d'accord avec vous, on est dans un monde complexe. Et par contre, face à des questions qui, elles, sont à la fin très simples, c'est est-ce qu'on se donne le maximum de raisons de ne pas faire face à des catastrophes terribles et qui, de toute manière, même d'un point de vue économique, social ou environnemental, n'apportent rien. Puisque vous êtes un combattant de longue haleine, je vais passer la parole à une autre combattante de longue haleine.